J'ai déménagé à Paris. Bon, en banlieue, mais à Paris quand même, il y a quelques temps. Puis la première journée où j'étais ici, il fallait que je rencontre mon possible futur boss à l'université. Donc, le matin, je me réveille, je me coiffe, je me mets des beaux vêtements pis tout. Puis en sortant, je me dis, tiens, j'ai envie d'un pain au chocolat. Bon, on se le dit, mais au Québec, on dit chocolatine. Fait que je me dis, je vais me rendre au boulanger du coin, acheter une chocolatine, puis voilà, après ça, je partirai à l'école. Puis, au moment où je suis sortie dehors, je marche sous un arbre et bam, je me fais chier dessus par un pigeon. Ben oui, une bonne grosse merde, chaude et brune. Puis, comme j'ai 2 heures de transport à faire pour me rendre où il faut que j'aille, je me vois très mal dans le métro, coincée en plein de gens avec ma merde sur mon épaule puis mon anxiété de microbiologiste. Donc, même si je suis un peu en retard, je rebrousse chemin, je rentre à la maison. Bon, je vous raconte pas toute la péripétie, mais je m'étais enfermée à l'extérieur aussi. D'une façon ou d'une autre, j'ai réussi à rentrer en dedans, nettoyer mon épaule, lancer de l'eau de javel dessus, puis je ressors et je vois la boulangerie est fermée le mardi. Et pourtant, malgré cette mésaventure, j'ai toujours une fascination pour les pigeons. Ils sont ronds, ils sont dodus, ils sont profondément cons, puis j'aime bien leur imaginer une vie à eux-mêmes. Et oui, je suis comme ça. Puis pour ma défense, je fais ça avec presque tous les animaux, peut-être sauf les tapirs, parce que les tapirs, c'est vraiment laid. C'est vraiment un tapir. Désolée. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Cette fascination pour les pigeons parisiens n'est pas stoppée du tout par le fait qu'il y en ait beaucoup. Parce que oui, il y en a beaucoup. Puis c'est pas non plus stoppé par le fait que c'est des incubateurs à maladies, parce que ça aussi, il y en a beaucoup. Sur un site nommé The Pigeon Patrol, en passant, ça ferait un super bon nom pour un band de musique, ça, il est écrit que les pigeons peuvent transmettre environ 60 maladies aux humains. Bon, semblerait que c'est un site d'extermination de pigeons, donc leur avis là-dessus est un peu subjectif. Cependant, sur Internet, il semble avoir une espèce de grosse propagande anti-pigeons qui est principalement menée par des exterminateurs de pigeons. Pendant ma recherche pour cette vidéo-là, je suis tombée sur plein de sites différents. Il y en a sur lesquels on parlait de zoonoses, soit des maladies qui sont transmissibles d'un animal à un humain, que les pigeons en avaient tout plein, que c'était presque des bombes biologiques prêtes à exploser. Tandis que sur d'autres sites, il y avait certaines personnes, dont des ornithologues et des scientifiques, qui disaient que les pigeons, c'est pas plus mal que ton chat ou ton chien. La difficulté avec ce genre de débat-là, c'est que même si un animal est porteur d'un pathogène qui peut être attrapé par l'humain, ça veut pas nécessairement dire qu'il va le transmettre à l'humain. Donc, peut-être que les pigeons portent réellement une 60aine de pathogènes qui sont transmissibles à l'humain sur eux, mais le transmettront-ils vraiment aux humains? C'est donc ici que je mets un bémol sur cet épisode. La liste des pathogènes qu'on va couvrir est potentiellement transmissible aux humains, mais le seront peut-être jamais. D'autres animaux beaucoup plus proches de nous peuvent nous transmettre des maladies. Les chats, par exemple, peuvent nous en transmettre à peu près une 15aine. Les chiens, eux, par la 20aine. Oui, tu peux me transmettre plein de maladies. Alors, c'est vrai que si tu manges de la merde de pigeon, tu risques fortement de tomber malade, mais si tu bouffes la merde de ton chat, ça risque d'arriver aussi. Les 6 maladies que je retrouve le plus souvent sur les sites, qui sont citées comme étant les maladies pouvant être transmises par les pigeons, sont l'histoplasmose, la cryptococcose, la candidose, l'encéphalite de Saint-Louis, la salmonellose et des infections à diarrhée causées par E. coli. En plus, les pigeons peuvent transmettre aussi des insectes comme des puces de lit ou des mites qui elles aussi peuvent transmettre des maladies. Pour cet épisode, nous couvrirons seulement l'histoplasmose, la cryptococcose et l'encéphalite de Saint-Louis. Pour ce qui est de la salmonellose, la candidose et les infections à E. coli, c'est des maladies qui sont quand même assez communes et qui sont traitées dans un segment différent. Donc, l'histoplasmose, c'est une maladie pulmonaire qui est causée par Histoplasma capsulatum. C'est un champignon qui se retrouve régulièrement dans les fientes d'oiseaux et de chauves-souris, donc le guano. C'est un pathogène qui requiert habituellement aucun traitement, puis il est dangereux seulement pour les personnes qui sont immunodéficientes, donc des personnes
qui ont un système immunitaire qui est plus faible, comme par exemple les personnes qui sont atteintes de sida. Et bien que les symptômes n'apparaissent généralement pas chez des personnes saines, les personnes qui travaillent souvent en contact avec des oiseaux, comme par exemple des employés de poulailler, peuvent parfois développer l'histoplasmose. Le champignon peut aussi se retrouver dans le sol, que ce soit parce qu'il est déjà présent là, ou parce qu'il y a eu des fientes d'oiseaux ou de chauves-souris qui se sont retrouvées sur le sol. Dans certaines parties des États-Unis, l'humidité des sols et son acidité promeut la croissance d'Histoplasma capsulatum. On va donc retrouver dans ces régions, selon certains tests, jusqu'à 90% des personnes qui portent le champignon sur leur peau, sans en être atteints. Par exemple, au Québec, les habitants de la vallée du Saint-Laurent portent le champignon dans 20 à 30% des cas. C'est un champignon dit dimorphique, c'est-à-dire qu'il peut prendre soit la forme d'une levure, soit d'un mycélium. La forme mycélium est inhalée. Une fois dans les alvéoles, des macrophages, soit les cellules du système immunitaire qui ont un grand appétit, viennent manger Histoplasma capsulatum. Le champignon, par contre, survit à l'intérieur d'une vésicule. À cause de la température corporelle, va changer de morphologie et devenir une levure. Il se multiplie alors dans le macrophage, et comme celui-ci se déplace partout dans le corps, il infecte d'autres organes. Après 3 semaines, le système immunitaire s'active et détruit la menace. Les symptômes se développent 10 jours après l'inhalation. Ils incluent la fièvre, une toux sèche, des douleurs thoraciques, des douleurs dans les articulations ainsi que des bosses rouges qui se forment sur les jambes. Dans les cas plus sévères, il y a une transpiration abondante. Les patients peuvent avoir le souffle court ou même tousser du sang. Puis, si le pathogène se dissémine partout dans l'organisme, il y a d'autres symptômes qui s'ajoutent, dont une raideur du cou, il va y avoir des maux de tête, la fièvre beaucoup plus accrue, ainsi que des douleurs thoraciques, mais cette fois-ci causées par une inflammation du tissu autour du cœur. Heureusement, l'histoplasmose ne se transmet pas de l'humain à l'humain. Cependant, on peut attraper le pathogène plusieurs fois. Comme l'histoplasmose, la cryptococcose est causée par un champignon. Elle peut être causée par 2 pathogènes, soit Cryptococcus neoformans ou Cryptococcus gattii. Ce pathogène peut se retrouver dans les fientes d'oiseaux ou dans le sol. Si vous entendez des ronrons pendant l'épisode, c'est que j'ai décidé de me poser à côté. La voie d'entrée habituelle est par inhalation. La cryptococcose peut se manifester de 3 façons, soit une forme cutanée, une forme pulmonaire ou une forme qui s'attaque au méninge, soit un tissu membranaire qui enveloppe le cerveau. Cette forme, qui est une forme de méningite, est souvent causée par une forme pulmonaire qui se dissémine dans l'organisme. C'est une infection qui est commune chez les personnes qui souffrent du sida, et les personnes qui sont immunodéficientes sont aussi plus à risque de l'avoir. Cependant, les personnes immunocompétentes peuvent aussi être infectées par la cryptococcose. La différence, c'est surtout qu'une cryptococcose chez une personne qui est atteinte du sida ou qui est immunodéficiente a beaucoup plus tendance à se disséminer dans l'organisme. Chez ces personnes, la cryptococcose est souvent mortelle, même s'il y a un traitement. En 2009, 958 000 patients atteints du sida étaient aussi atteints de la cryptococcose. De ce chiffre, 65%, 65% sont morts dans les 3 mois suivant le début de l'infection à la cryptococcose. Les symptômes varient d'une forme à l'autre, mais quelques symptômes sont tout de même communs aux 3 formes. Généralement, on va retrouver de la fièvre, de la fatigue, de la toux sèche, des maux de tête, de la vision trouble, même de la confusion. Dans le syndrome pulmonaire, il va y avoir des symptômes qui sont communs à des bronchites subaiguës. Dans la forme cutanée, la personne peut avoir des boutons ressemblant à une crise d'acné, et la forme qui ressemble à une méningite résulte en une raideur dans le cou ainsi que des vomissements. Mais l'un des symptômes les plus intéressants, mais aussi l'un des plus effrayants, se nomme IRIS, ce qui tient pour Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome. Il s'agit d'une détérioration de l'état du patient même quand il est sous traitement. Ça survient quand même dans 25% des cas chez les personnes atteintes de la cryptococcose qui sont immunodéficients et dans 8% des cas chez les personnes qui sont immunocompétentes. À l'aide de résonance magnétique, on peut voir que les lésions cérébrales s'aggravent ainsi que l'inflammation au niveau du cerveau. Ces 2 symptômes peuvent s'avérer fatals chez les personnes qui souffrent de ce syndrome-là. Étonnamment, c'est pas un symptôme qui est causé par le pathogène, mais plutôt par la réaction immunitaire et l'inflammation
qui en résulte. Finalement, l'encéphalite de Saint-Louis n'est pas causée par un champignon cette fois-ci, mais par un virus qui porte le même nom. Pour le reste de la présentation, pour faciliter, je vais l'appeler SLEV, donc S-L-E-V. C'est le petit cousin du virus du Nil. En fait, il existe même une théorie comme quoi le virus du Nil l'aurait remplacé dans sa job. C'est-à-dire que vu qu'il était plus efficace dans sa transmission, il a remplacé le SLEV. Le SLEV peut être transmis à un humain via un moustique qui a piqué un oiseau qui est contaminé par le virus. Cependant, une fois l'humain infecté, il n'y a pas d'autre transmission possible. C'est ce qu'on appelle en anglais un dead end host, soit un autre cul-de-sac. La plupart des infections sont bénignes, ils vont juste causer de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, des nausées, des vomissements. Cependant, l'infection peut s'accentuer et on va avoir des raideurs dans le cou, un état de stupeur ou de désorientation, du coma, on peut avoir de la paralysie spasmodique, des tremblements et même des convulsions. C'est un stade qu'on appelle alors neuro-invasif, c'est-à-dire que le virus s'est rendu jusque dans le cerveau ou dans les méninges où il vient causer justement une inflammation. La maladie est mortelle dans 3 à 30% des cas avec un risque accentué chez les adultes ou les personnes âgées. C'est une maladie qui est peu étudiée pour laquelle il n'existe pas de vaccin ni de traitement. Mais pas d'inquiétude, aux États-Unis, en 2016, ils ont recensé 8 cas, ce qui est beaucoup moins que 1% de la population. Toi aussi, t'es venu me contaminer, wouh! Qui me donner tes maladies. Alors voilà, voici 3 des 6 maladies les plus citées que peuvent potentiellement vous transmettre les pigeons. La question se pose donc, sont-ils aussi sales qu'on le dit? Sont-ils, comme on le dit parfois, des rats volants? En passant, c'est super insultant pour les rats, cette expression-là. Peut-être qu'eux aussi ils sont plus propres que qu'est-ce qu'on croit. Ouais, je sais... Bon, je sais qu'il y en a un mauvais souvenir à cause de la peste bubonique, mais bon, les temps ont changé. Qu'est-ce que c'est là, toi? On peut peut-être donner la chance au rat, encore une fois. Et vous, qui vous croyez qui est le plus sale? Le pigeon ou le rat? Moi, je crois que c'est toi le plus sale. Moi, je crois que c'est toi le plus sale. Alors, si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner et à me partager cette vidéo, ainsi que me poser des questions si jamais vous en avez. Toi, tu m'as sûrement donné une toxoplasmose. Oui. Hein? T'es sale, Noupi! T'es sale! Méchant, Noupi! Méchant!